Bonjour à tous et bienvenue dans 3YES TV Show, journée spéciale ouverte. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Mathilde. Le jeudi 8 mars dernier se tenait la journée du droit des femmes. Suite au remous qu'a provoqué l'affaire Weinstein, les femmes sont au centre de la médiatisation et de l'intérêt. Et aujourd'hui, 3YES TV Show a décidé de mettre les femmes à l'honneur. Alors si vous êtes un machiste ou un goujat, cette émission n'est vraiment pas faite pour vous. Au sommaire de cette émission, nous parlerons d'une manifestation du jeudi 8 mars dernier en l'honneur de la femme et des droits de la femme. Nous parlerons aussi de la taxe rose qui crée la différence entre les produits pour femmes et les produits pour hommes. Si vous ne connaissez pas encore François Poulain de la Barre, n'ayez crainte, son portrait comblera vos lacunes. Puis nous partirons aussi à la rencontre de Mélissa qui a trouvé sa place dans l'e-sport, le portrait un monde exclusivement masculin. Mais avant d'entamer ce programme, Jean-Baptiste, un petit retour en arrière s'impose pour comprendre les origines des droits des femmes. On regarde ça tout de suite. Comme tous les 8 mars, le monde a fêté la journée internationale des droits des femmes. L'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes qui ont agité l'Europe et le monde occidental au début du XXe siècle. Ces dernières réclamaient le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les sexes. La création d'une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910 lors de la conférence internationale des femmes socialistes par Clara Zetkin et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. La date n'est tout d'abord pas fixée et ce n'est qu'à partir de 1910, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. La date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la Journée internationale des droits des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982. Le thème retenu de cette Journée internationale des droits des femmes cette année était l'autonomisation des femmes dans tous les contextes, qu'ils soient ruraux et urbains. En Espagne, le mouvement a pris une tournure historique puisque plus de 5 millions de personnes sont descendues dans les rues espagnoles. Ce jeudi 8 mars, des femmes du monde entier ont manifesté pour leurs droits. De retour sur le plateau de 3YES TV Show, nous sommes en compagnie de Fiona Pickford. Bonjour Fiona. Bonjour. Donc vous avez créé The Snippet, l'essai en français, dans les Yvelines. C'est un journal bilingue anglais et français, un mensuel gratuit. Pourquoi l'avoir appelé comme ça? En fait, l'idée est venue d'Angleterre. Donc, ça existait en Angleterre, mais uniquement en anglais. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on choisit un nom français ou est-ce qu'on garde le nom The Snippet? Ça veut dire les brèves, en effet. C'est parce que c'est 4 pages, donc tous les articles sont courts. Et donc, on a décidé finalement de garder le nom parce que c'est un peu curieux pour les Français. Puis c'est un journal bilingue, français-anglais, donc logiquement... Tout à fait, oui. Alors, votre journal a été tiré en 2000 exemplaires, on va le montrer. Il se présente comme ceci. Il est distribué dans une centaine de points de passage où on peut le lire sur le web. Est-ce que c'est une fierté pour vous? Oui, je suis très contente chaque fois que je sorte le numéro. C'est beaucoup de travail, mais je suis très contente et les gens m'approchent dans la rue et me félicitent pour avoir créé un journal bilingue. Et c'est bien connu dans la région maintenant. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise? J'étais tout de suite séduite par l'idée qui existait en Angleterre. J'étais jeune, je voudrais être journaliste, mais j'ai fait un autre chemin. Mais maintenant, j'ai mon journal et c'est ça, c'est une rencontre. Et puis finalement, le fait de vouloir créer et gérer quelque chose moi-même. Alors The Snippet, ce mois-ci, se concentre sur la journée du droit des femmes. Oui. Est-ce que pour vous, c'est un sujet qui vous tient à cœur? Bien sûr, je suis femme, je suis chef d'entreprise et donc j'ai des femmes qui m'inspirent, qui m'encouragent et c'est important de promouvoir la puissance des femmes. Alors avant de parler des femmes dans l'entreprise, nos journalistes Luna Legitimus et Océane Biala se sont rendus sur la place de la République pour la manifestation des droits de la femme.
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la place de la République à Paris a été assiégée par plusieurs groupes de militants. Différents organismes luttant pour les droits des femmes étaient présents. Cette journée est d'autant plus importante puisque les femmes ne sont toujours pas égales aux hommes. De retour sur le plateau de 3IS TV Show, Fiona Pickford, vous êtes toujours avec nous, chef d'entreprise. Alors comment vous militez au quotidien pour les droits des femmes? Je dirais qu'en étant une des fondatrices d'une maison Femmepreneur, qui était plutôt créée pour femmes anglophones dans la région d'abord, mais c'est devenu, c'est vraiment international. Je pense que ça, c'était une façon de promouvoir nos activités, de s'entraide, de s'échange, d'avancer ensemble, en effet. D'accord. Vous m'avez dit hors antenne que vous étiez toute seule pour faire votre journal, mais est-ce que plus tard, si vous avez des salariés, vous respecterez la parité dans votre entreprise? Oui, oui, effectivement, je vais essayer de faire ça. Donc vous êtes anglaise, et est-ce que vous trouvez que les droits des femmes sont beaucoup plus respectés en France ou en Angleterre? Je pense qu'on est un peu pareil. Mais je trouve que la France est souvent un peu plus haute dans les échelles que l'Angleterre. Mais ça avance, et surtout l'année dernière, même qu'ici en France, en Angleterre, il y a plus de femmes politiques. Bien sûr, on a une reine et on a une première ministre femme en Angleterre. Donc, mais il y a beaucoup de choses à faire, toujours qui restent à faire. Est-ce qu'on vous a déjà fait des réflexions ou des remarques sexistes sur le fait que vous soyez chef d'entreprise? Pas en tant que chef d'entreprise. Dans mon travail avant, en Angleterre, quand je débutais un travail, oui, il y a les remarques déplacées. Vous avez reçu quoi, par exemple, comme remarque? Je me souviens pas, mais exactement. Mais oui, je me souviens qu'elle est fait. Mais je pense que c'est souvent en fonction d'âge, des plus jeunes, et aussi dans une hiérarchie, quand il y a une relation pouvoir et autorité. Maintenant, en termes de chef d'entreprise, je pense qu'il y a le respect pour le statut et aussi pour l'individuel, parce que c'est un métier dur. Alors avant de continuer avec vous, Fiona Pickford, on part tout de suite dans les rayons de supermarché avec Justine Philippon pour parler des produits genrés et de la taxe rose. Une étude américaine révèle que les femmes dépensent en moyenne 1 351 $ de plus que les hommes par an sur une multitude de produits du quotidien, comme ce gel de rasage pour femmes qui se voit soumis à la taxe rose. Ici, il y a un écart de 5,40 € avec le gel masculin. Idem pour ce déodorant féminin compressé qui est plus cher de 7,97 € sur le prix au litre par rapport à son équivalent pour hommes. Ces rasoirs roses sont eux aussi concernés. Le sachet bleu est moins cher de 5,46 €. Pourtant, il y a 4 ans, l'association Georgette Sand dénonçait déjà ces écarts de prix sur les produits genrés. Mais pourquoi les produits roses sont-ils plus chers? Lisa Beaujour, journaliste sur France Info, a mené l'enquête pour nous.
Pour comprendre, je suis allée voir Babette Le Forestier, une ancienne directrice d'études marketing, qui explique que cette différence de prix, elle est liée à une règle marketing, justement. Le but du jeu, c'est souvent en fait, d'essayer de vendre le produit le plus cher possible, quoi. Les hommes étant par exemple beaucoup moins sensibles aux produits de beauté, ils ne sont pas prêts à payer très cher, alors que les femmes, elles le sont, donc elles sont prêtes à payer beaucoup plus cher en fait. Mais les produits d'hygiène ne sont pas les seuls à être soumis à cette différence de prix. Les produits destinés aux enfants le sont aussi. Un jouet rose est en moyenne 11% plus cher qu'un jouet bleu. Fiona Pickford, vous êtes toujours avec nous sur le plateau. Selon vous, quelles mesures faudrait-il faire pour arrêter le sexisme dans le monde du travail ? Je pense qu'il faut essayer de changer les mentalités, l'attitude de certains hommes. C'est pas tous les hommes, mais tous les hommes. Mais je pense qu'il faut changer les attitudes. Et je pense qu'on fait ça plutôt par les mouvements, pour les campagnes comme MeToo, Time's Up. Je pense que c'est les individuels, les courages des individuels de parler sur le sujet qui va changer. On sent qu'il y a un vrai changement. Et est-ce que ça commence dès le plus jeune âge? Est-ce que ça commence dès l'éducation des plus jeunes? Bah oui. Faudrait faire quelque chose finalement pour pouvoir agir là-dessus ou pas? Bon, dans les écoles, oui, il faut que les gens, même les professeurs, surtout les professeurs, les enseignants. Peut-être chez les parents aussi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, est-ce que vous rencontrez des obstacles dans le monde du travail en tant que femme? Je pense que c'est les obstacles qu'on crée nous-mêmes, en effet. Parce qu'on est plutôt on a plutôt tendance à réfléchir, à manquer de confiance en soi et d'estime de soi. Et les hommes, ils sont plus fonceurs, ils réfléchissent partout. Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'être un homme, ce serait plus simple? Peut-être maintenant, mais j'espère pas plus tard. Eh bien, merci Fiona Pickford d'être venue sur notre plateau. Merci. On le rappelle, votre journal peut être retrouvé sur le web ainsi que sous format papier dans le nord des Yvelines. Avant de se retrouver en compagnie de Jean-Baptiste Vaugirard, une courte page de pub.
De retour dans Troyes TV Show, Jean-Baptiste, quel est votre modèle féminin préféré? Alors laisse-moi réfléchir, je dirais Marie Curie peut-être. Pourquoi Marie Curie? Parce que c'est quand même une femme forte qui a révolutionné la science. Voilà. Eh bien, Morgane Thorin et Justine Philippon ont apporté les couloirs de l'école pour savoir quelles étaient les femmes influentes dans nos vies. Qui est la femme que tu admires le plus, Antoine? La mienne. Frida Kahlo. Ouais, grave. Alors la femme que j'admire le plus, j'admire toutes les femmes en général, mais la femme que j'admire le plus, c'est compliqué tout ça. C'est ma petite sœur, Pourquoi? parce que c'est ma petite sœur. Moi, je pourrais dire ma grand-mère maternelle. Parce que non, c'est une personnalité forte qui a fait beaucoup de choses en Guyane, machin truc, qui est sortie d'un milieu pas facile et qui a réussi à vraiment s'en sortir. Peut-être Simone Veil. Hein. Simone Veil, je crois. Pourquoi? Pourquoi Pour tout ce qu'elle a accompli. Simone Veil. Ma cousine. Pourquoi? Bah je sais pas, c'est moi en fille, donc c'est moi que je peux que l'admirer. C'est toi. Niki de Saint-Phal. C'est une artiste française plasticienne et elle a fait énormément de choses pour les femmes. Mireille Mathieu. Pourquoi? Très belle, très fine. Ok. Grande artiste. C'était toute ma vie. Océane Diarra. C'est bon. J'admire son militantisme invétéré. Ma fille, Pourquoi? parce qu'elle est courageuse. Ensuite mon épouse, parce qu'elle est courageuse aussi. Ensuite ma mère, parce qu'elle est courageuse aussi. Et pour terminer ma grand-mère, parce qu'elle est courageuse également. De retour sur le plateau de 3IS TV Show, on accueille Jean-Baptiste Vaugirard. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors, et toi, quelle est ta femme influente? Alors moi, la femme influente que j'admire, en tout cas que j'ai vraiment envie d'admirer, c'est Laurence Fischer. D'abord parce que c'est une artiste martiale. Elle a fait 11 fois d'affilée championne de France de karaté, 3 fois championne mondiale, donc une fois en solo et une fois en équipe. Mais si je l'admire vraiment, c'est pas vraiment pour son palmarès, c'est plus pour son engagement auprès des femmes dans le monde. Hier, tout juste, elle a ouvert avec son association et en partenariat avec la Maison des Femmes à Saint-Denis un cours de karaté pour les femmes. Le but, c'est de promouvoir, d'utiliser le karaté comme un objet d'émancipation pour reprendre le contrôle de son corps, avoir confiance en soi. Cette logique-là, en fait, elle est née au cours des voyages de Laurence. Grâce à l'association Sport sans frontières, elle est allée un jour en Afghanistan où elle a donné des cours à une équipe de féminines de karaté là-bas. Lorsqu'elle s'est retrouvée face à ces femmes qui étaient en position de faiblesse, en fait, c'était la première fois qu'elle voyait des femmes comme ça, et alors qu'elles étaient avides de connaissances, de sport, de droit, en fait, comme elle devrait l'avoir. En rencontrant ces femmes, Laurence s'est dit qu'elle allait continuer à utiliser le karaté comme moyen de se défendre, premièrement, mais comme un médium pour reprendre confiance en soi. Donc elle a poursuivi ça en 2013, où elle est allée en République démocratique du Congo avec l'association du docteur Mugabe. Ce docteur, en fait, c'est un chirurgien gynécologue qui aide les femmes violées à se reconstruire, autant physiquement que mentalement, à travers une association. Parce que là-bas, au Congo, c'est un des pays d'Afrique qui utilise encore le viol comme une arme de guerre. Donc Laurence est allée là-bas, et en rencontrant ces femmes, en leur donnant des cours de karaté, elle a découvert que c'était quelque chose qu'elle voudrait faire, en plus de son métier de prof de karaté, et après avoir arrêté la compétition en 2006. Donc elle a monté une association l'année dernière, et aujourd'hui elle donne maintenant des cours donc, à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste de nous avoir fait découvrir Laurence Fischer. C'est au tour de Eliette Arnaud de nous faire partager le portrait de François Poulain de la Barre, un écrivain et philosophe cartésien. Si je vous disais que certains des textes fondateurs du féminisme, qui ont influencé les plus célèbres défenseuses des droits des femmes, souvent citées par Simone de Beauvoir pour leurs propos très avant-gardistes sur l'égalité homme-femme, ont été écrits par un prêtre défroqué du XVIIe siècle.
En 1673, François Poulain de la Barre publie Traité de l'égalité des deux sexes, discours physique et moral où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés. Le premier de 3 livres qui développe sa philosophie, basée sur les idées cartésiennes et qui défend que l'esprit n'a pas de sexe, allant même parfois au-delà en plaçant les femmes au-dessus de l'homme. Tous les raisonnements de ceux qui soutiennent que le beau sexe n'est pas si noble ni si excellent que le nôtre sont fondés sur ce que les hommes étant les maîtres, on croit que tout est pour eux. Et je suis assuré que l'on croirait tout le contraire, encore plus fortement, c'est-à-dire que les hommes ne sont que pour les femmes, si elles avaient toute l'autorité, comme dans l'Empire des Amazones. Il sort même en 1674 Discours de l'excellence des hommes contre l'égalité des femmes, où il se moque des mœurs de son époque, défend tous les arguments traditionnels de la misogynie, empruntés à la religion ou à la médecine, et fait parler une femme pour les réfuter un par un. Mais qui peut entendre au XVIIe siècle que l'inégalité entre les hommes et les femmes n'a rien de naturel mais est culturelle, qu'elle relève d'un préjugé. D'autant que 86% des femmes sont illettrées dans la France du XVIIe siècle. Ces écrits ont longtemps été oubliés, parfois attribués à d'autres, notamment à la création des droits de la femme et de la citoyenne pendant la Révolution française, où il sera cité à plusieurs reprises mais sous d'autres noms. Aujourd'hui, un peu grâce à ce prêtre sorti des ordres pour se marier, les mentalités changent, et l'égalité homme-femme gagne du terrain. Les hommes qui, comme lui, soutiennent la gente féminine sont de plus en plus nombreux, mais se heurtent parfois encore à un problème que François Poulain a eu aussi à affronter. Il n'y a rien de plus délicat que de s'expliquer sur les femmes. Quand un homme parle à leur avantage, on imagine aussitôt que c'est par galanterie ou par amour. Mathilde, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ? Bah, ça m'arrive de temps en temps. Le jeu vidéo est considéré comme comme même le milieu le plus sexiste, entre des majorités de joueurs masculins et des personnages qui doivent sauver la princesse. Thibaut Mourez, notre journaliste, a rencontré Mélissa et Priscilla qui ont trouvé leur place justement dans ce monde virtuel très masculin. GG! Scarlett is the IM Pyeongchang 2018 champion. Lors des Jeux Olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang, elle est devenue la première femme à gagner un tournoi du jeu vidéo StarCraft en Corée. Sacha Austin, que l'on connaît sous le pseudo de Scarlett, fait partie des meilleurs e-sportifs et est l'une des rares femmes à être devenue professionnelle. Pour comprendre ce phénomène, nous sommes allés à la rencontre de Mélissa. Cette joueuse de StarCraft 2 a déjà participé à plusieurs tournois français. Si les joueuses de jeux vidéo sont présentes, il y a un gros manque de féminité sur la scène professionnelle e-sport. La cause, selon elle, une société qui favorise les jeux vidéo aux jeunes garçons et un manque d'identification. Tout niveau confondu, les filles jouent à des niveaux très différents comme les garçons en fait. C'est juste en pro que cette étape-là, elle n'est pas encore passée. Et comme il n'y a pas beaucoup de filles, la carrière, elle ne s'envisage pas beaucoup au final. Parce que des mecs qui voient des mecs pros, ils se disent « Ok, c'est peut-être pour moi ». Les filles, peut-être qu'elles ne voient pas ça, du coup elles se disent « Bon, elles essaient moins quoi ». C'est la défaite. Putain, je peux pas perdre ça normalement. Je ne peux pas perdre ça. Hein. Les gens qui ont grandi avec le jeu vidéo vont bientôt devenir parents. Et du coup, ils éduqueront leurs enfants, qu'ils soient filles ou garçons, probablement dans l'amour du jeu vidéo, dans les streams, dans Twitch, etc. Et du coup, on aura des jeunes filles biberonnées aux jeux vidéo, comme aujourd'hui on a des garçons. Et là, effectivement, ce sera hyper évident pour elles de peut-être imaginer une carrière e-sportive. Au Meldon, ce bar 100% e-sport, il n'est pas rare de voir des joueuses. Au contraire, lors de notre passage, près d'un tiers des personnes présentes étaient féminines. Venues pour s'amuser ou se détendre, certaines d'entre elles participaient elles aussi au tournoi du soir. Comme Mélissa, Priscilla a découvert le monde de l'e-sport presque adulte, et si elle n'envisage pas de devenir professionnelle, elle joue beaucoup au jeu League of Legends afin de s'entraîner et de pouvoir participer à des tournois de son niveau. Cependant, certaines remarques de joueurs masculins l'ont interpellée. Il m'a demandé comme ça si j'étais une fille ou un garçon. Et il m'a dit que je lui ai dit que j'étais une fille. Et ça l'a étonné parce qu'il me dit que je joue bien pour une fille par rapport à un match-up, comment je me suis organisée, tout ça. Du coup, je pense qu'on est un petit peu sous-estimé par rapport à ce que certains peuvent penser. En attendant de découvrir d'autres joueuses professionnelles à haut niveau, entraîneuses, manageuses, journalistes et même commentatrices, elles sont de plus en plus de femmes à s'intégrer dans l'e-sport.
De retour dans le plateau de 3S TV Show, sur le plateau avec nous Thibaut Mourès, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de l'e-sport, combien de femmes participent aux compétitions de jeux vidéo? Alors, il n'y a pas de chiffres précis au milieu compétitif. Chez les professionnels, par exemple, il y en a très peu dans les jeux, par exemple League of Legends ou StarCraft qu'on vient de voir. Tous les jeux où les tournois sont mixtes, il y en a très peu. Par contre, sur des jeux vidéo où il y a des tournois féminins et des tournois masculins, comme Counter-Strike, le jeu de tir, là, il y a beaucoup plus de filles qui sont professionnelles. Par contre, au niveau non professionnel, l'Agence française du jeu vidéo, en 2016, avait fait un sondage et 23% des joueurs en France seraient féminines. Est-ce que vous pensez que ce milieu va accueillir à l'avenir un peu plus de femmes? Alors, on l'espère déjà. L'e-sport a une croissance énorme aujourd'hui, surtout depuis le rachat de Twitch par Amazon en 2014. Et donc, il y a de plus en plus d'icônes, de modèles féminines. Donc, plus de filles vont pouvoir se rattacher à quelque chose pour pouvoir y venir. Et comment les femmes sont accueillies par la majorité des joueurs masculins? Alors, c'est un monde un peu macho. Par exemple, sur le chat de Twitch, dès qu'une fille apparaît, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à mettre des commentaires très sexistes. Par exemple une femme, qu'est-ce qu'elle fait là? Ou alors plus des remarques, qu'est-ce qu'elle est, on va dire, qu'est-ce que t'es bonne? Beaucoup de remarques comme celle-ci. Et sinon, en jeu, c'est pas beaucoup d'insultes, mais plus des remarques, t'es forte pour une fille, c'est bizarre. C'est plus encore des incompréhensions des garçons qui ne comprennent pas pourquoi une fille serait bonne, serait forte aux jeux vidéo. Alors merci Thibaut pour tes réponses et puis surtout aussi pour ton reportage. C'est déjà la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Mathilde. Merci Jean-Baptiste. On vous retrouve d'ailleurs cet après-midi pour une émission spéciale culture avec Louis Tardy. Salut à tous.